Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima Insem et première partie. Nouvelle semaine, nouvelle région. Et donc, qui est le Girondulo cette semaine? C'est Yann, bien sûr. Qui est où? Il va vous le dire tout de suite. Rebonjour à tous, nous sommes donc à Corté, l'ancienne capitale de la Corse, la ville étudiante. Corté, c'est approximativement 150 km² pour une population de 7300 habitants, sans compter les près de 4000 étudiants. Quand on pense à Corté, on pense à quoi? La citadelle, le nid d'aigle et les remparts datant du XVe siècle. Et au pied de ces remparts, la vieille ville, la place Gaffo, le Palazzo Nacional. Pour nous parler de ce quartier et de cette bâtisse en particulier, je vous propose de retrouver tout à l'heure Jean Canchilier. Il est enseignant en histoire à l'Université de Corse, mais aussi président de la Société historique de Corté. Autant vous dire qu'il a pas mal d'infos à nous donner sur ce quartier. On le retrouve là-bas tout à l'heure. Et puis, sur le plateau, justement, avant de retrouver Yann dans ses pérégrinations cortonaises, on a accueilli une association éminemment sympathique qui fête ses 40 ans. Et qui est-ce qui a étudié cette association de près? C'est Emmanuel Léopold qui arrive tout de suite. On l'accueille. Salut Manu. Ça va? Et vous, ça va? Impec. Prenez place, prenez place. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors comme vous le disiez, alors Yann disait que quand on dit Corté, on pense à ci, on pense à là, mais moi, personnellement, j'ai pensé à la Rinascita, parce que c'est une association éminemment active, oui. Et on va d'ailleurs tout au long de l'émission dérouler un petit peu toutes leurs activités. On ne sera pas exhaustif, c'est impossible. 40 ans d'activité ne se résument pas en une vingtaine de minutes. On va présenter tout de suite nos invités. Alors, Antoine Ferracci, bonjour, vous êtes le président fondateur de l'association. Et puis votre signe particulier, eh bien, c'est que vous êtes vraiment et réellement passionné par votre ville, par la ville de Corté. Vous êtes un enfant de Corté et vous le revendiquez. Tout à fait, oui. Depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. On va en parler un peu plus tard. À vos côtés, nous avons Fabien Arrigue. Bonjour, vous êtes le directeur de l'association. Et alors vous, votre signe particulier, je ne l'ai pas appris il y a quelques minutes, mais j'ai appris il y a quelques jours, vous êtes supporter plus du Sporting, fagnon dans la voiture, vous partez, on sait où vous serez le 11 avril, vous êtes un abonné. C'est vrai à fond? Eh oui. Sporting à fond. À vos côtés, Bertrand Thibault, bonjour. Vous êtes coordonnateur de la culture scientifique, technique, industrielle de Corse. J'ai tout bon. C'est ça. J'ai fait un effort, j'ai pas dit CSTI. Et votre signe particulier, c'est que vous êtes un fan de la série Game of Thrones. Voilà, donc il y a eu quelques indiscrétions du côté de vos bureaux, messieurs. Est-ce qu'on va tout de suite dans le vif du sujet? Oui, parce qu'en fait, les 40 ans de l'association. L'association a été fondée en 1975, votre âge d'ailleurs. Et les caméras de François étaient venues quelques années plus tard, justement, interviewer un certain monsieur Ferracci. Oui, on va le reconnaître. Bien sûr qu'on va le reconnaître, on regarde tout de suite. La Rinascita di Corté è stata costituita a base di 6 anni fa e l'obiettivo di questa associazione era di proteggere, di restaurare, di fazzolare e di animare la vecchia villa. Corrispondeva a un bisogno perché la vecchia villa si spopoleggia di più in più per il fatto che le case hanno un conforto piuttosto precario. Allora questa rinascita ha potuto influenzare la municipalità e lo Stato perché la gente si è aiutata nella maniera che li possano restaurare le sue case. La maggiorità dell'associazione, di membri dell'associazione, sono gente che stanno nei Corti, che sono proprietari, locatari o che risiedono nei Corti. E questa gente vuole stare nei Corti. Très belles images, Monsieur Arrighi, on vous a reconnu. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans? Ferracci. Monsieur Ferracci, pourquoi je dis Monsieur Arrighi? Moi, je ne sais pas pourquoi. Monsieur Ferracci. Donc, c'était il y a 40 ans, on a vu un petit peu les principes fondateurs. Aujourd'hui, c'est la même philosophie? La même philosophie. D'abord, on a notre territoire d'ancrage, c'est bien sûr le centre corse, mais prime abord, c'est bien sûr la vieille ville. C'est pour ça que c'était Rinascita di Corté. Et notre première action, justement, a consisté, puisqu'il y avait la perspective d'implantation de l'université, on était en 75, l'université datant de 81, on a voulu que les habitants de la vieille ville puissent se retrouver dans ce qu'on appelait le Corté de demain, puisqu'il y avait cette perspective. Et en fait, notre première action a consisté à susciter la première opération programmée d'amélioration de l'habitat, de manière à ce que les habitants puissent vivre dans le vieux Corté. Et on a quand même
contribué, à notre modeste part, à restaurer quand même 250 logements. Qui sont bien sûr, pour beaucoup aussi, devenus locatifs pour les étudiants. Pour les étudiants, hein, j'y étais. Mais oui. Mais là, vous avez participé, d'accord. Non, mais j'ai habité dans un truc rénové. Oui. Alors là, nous étions en 81. Aujourd'hui, Arina Shidadiouetiugort est aussi Centre permanent d'initiative pour l'environnement. On l'a dit tout à l'heure, culture scientifique, technique, industrielle de Corse. Ça ne s'est pas fait en un jour. Fabien, vous êtes directeur de cette association. Comment est venue la labellisation? Parce que c'est une labellisation, CPIE. Pourquoi avoir fait cette démarche? Bien, la labellisation, elle est arrivée au bout quand même de 5 ans de travail. Donc ça a été. C'est pas rien, c'est pas un claquement de doigts. Hein. C'est un label, le label de Centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui est attribué à des associations qui s'investissent justement pour l'environnement et le développement durable de leur territoire et aussi de leurs habitants. Et c'est vrai que ça nous a demandé un gros travail pour obtenir ce label qui se mérite. Qui est très exigeant. C'est un label exigeant. C'est un label très exigeant qui est attribué pour 10 ans et qui est ensuite remis en jeu. Rien n'est acquis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. On doit à chaque fois s'auto-évaluer et donner des gages de bon fonctionnement et pour rentrer dans les critères du label. Alors 3 grands axes finalement à Arinash. Il y a l'axe donc environnemental, on verra un peu plus tard l'axe scientifique. Il y a l'axe social qui était finalement presque plus le postulat de départ. Quel type d'action en fait faites-vous dans le social? Alors, d'abord dans le social, on avait pris en compte le fait qu'il y avait peu d'animation à Corté. Donc on a commencé par s'occuper d'enfants. On avait créé le premier centre de loisirs sans hébergement, c'est-à-dire l'occupation des enfants principalement le mercredi et pendant les vacances. Et ensuite, on a travaillé sur l'intergénérationnel, donc avec des adultes, personnes âgées. D'ailleurs, on facilite beaucoup les échanges entre les enfants, enfin les jeunes et les personnes âgées, puisqu'on fait même de l'animation dans les 2 maisons de retraite de Corté. Et au niveau du social, on s'occupe aussi des primo-arrivants, c'est-à-dire des populations étrangères qui s'implantent en centre-Corse. Donc c'est les premiers rudiments du français, etc. L'aide aux démarches, voilà, l'aide aux démarches, etc. Et on a plusieurs ateliers. Ateliers en commun aux centres sociaux de Corse et de Navarre, mais on a aussi mis l'accent sur justement le concept environnement, puisque parmi les ateliers, il y a aussi des ateliers qui sont liés à l'environnement, notamment la peinture, etc., mais liés à l'environnement. Et au niveau social, en fait, tout est relié. Oui, parce que voilà, il y a trois grands axes. En fait, votre maître mot, on va demander au directeur, c'est la transversalité. Voilà. Tout à fait. C'est exactement par exemple, ça. un exemple. C'est la transversalité autour d'un axe commun qui est le développement durable. Donc vous avez l'aspect social, l'aspect environnemental, écologique, la culture scientifique, bien entendu, qui rentre aussi dans ce cadre-là. Et tout ça génère aussi une économie qui est investie sur Corté, sur le centre Corse et même au-delà aujourd'hui. Au-delà, parce qu'il y a un territoire quand même assez élargi. Hein. On va revenir en détail justement concrètement sur ce que vous faites. Enfin, vous êtes déjà très très concret, mais d'avant cela, on avait promis de retrouver un petit peu Yann dans les rues du Vieux Corté. Où est-il? Il va vous le dire tout de suite. Eh bien, ça y est, nous sommes dans la vieille ville de Corté. Pas toujours évident d'en définir les limites exactement, mais pour nous y aider, Jean Cantillière est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ici, place Gafour. Comment on définit les limites de cette vieille ville? C'est pas toujours évident. Non, il y a quand même des marqueurs forts. Il y a l'église, et puis il y a le palais public, et puis au-dessus il y a le château, et puis il y a la maison Gafour. La maison Gafour est derrière nous, un monument. Oui, un monument, comme était très importante. La famille Gafour, famille aristocratique, famille dominante de Corté, ce n'est pas pour rien, pour des raisons, disons, nationales, mais aussi d'importance sociale, que Jean-Pierre Gafour est devenu général de la nation, prédécesseur de Paoli, à la fin des années 40 et au début des années 50. Sur la façade de la maison Gafour, les impacts? Oui, pour un siège des Génois ou des partisans de Gênes ou des ennemis de la famille Gafour et Gafour qui incarne la liberté, qui incarne la volonté de libération de l'île et qui fait ce geste en direction du château, son fils étant détenu dans le château. Il y a toute une saga familiale qui s'ajoute à la saga nationale et qui marque fortement la personnalité de Gafour. Je vous propose de monter nous aussi vers la citadelle, mais on va s'arrêter en chemin, si vous voulez bien, devant le
Palazzo Nacional. Palais On y va. national. Eh bien, on y va. Eh bien, nous voilà devant l'entrée du Palazzo Nacional, l'entrée historique. L'entrée historique du Palazzo National, puisque à l'époque génoise et puis à l'époque de Paoli, c'est là qu'était l'entrée principale, avec des prisons et des grilles de protection de part et d'autre. Alors, on dit que l'Université de Corse, en 1765, c'était ici. On le dit par erreur, puisque l'université avait un siège prestigieux, un siège, dans une lettre, Paoli parle du palais destiné à notre université. C'était un grand immeuble, en bas de la Scoliche, à environ 100 mètres à vol d'oiseau d'ici. Aujourd'hui, le Palazzo abrite la présidence de l'Université de Corse, qui a repris en 1981. Elle a commencé avec 200-300 étudiants, et puis aujourd'hui... Elle arrive à un chiffre infiniment supérieur, puisqu'on est à plus de 4000. Une université qui donc se porte plutôt bien. L'entrée de la présidence se fait de l'autre côté, on va aller voir, mais pas seulement pour ça, parce que c'est de l'autre côté qu'on voit cette proximité entre le nid d'aigle et le palazzo. On y va ? Tout à fait, on y va. Vous connaissez tout ça, hein? Très bien même, hein? Bon. Oui, d'ailleurs, elle est où cette association? Tiens, elle est située où exactement? Alors, dans le vieux Corté, toujours dans le vieux Corté, hein? Toujours. Alors, le siège social était rue du Vieux Marché, c'est-à-dire où il y a l'église. Il y a toujours des bureaux, enfin, il y a des activités, il y a notamment l'espace info-énergie et ensuite le siège social de l'association et cette rue du colonel Ferrac dans l'immeuble du CPS. Il y a l'accueil, on vient quand on veut, etc. Il y a toujours quelqu'un d'ailleurs, hein, parce qu'on va insister là-dessus. Oui, il y a 24 permanents. Il y a 24 permanents quand même dans l'association. 24 salariés permanents. Vous n'êtes pas salarié, vous êtes le président fondateur. Vous, par contre, vous êtes salarié, donc vous avez 20 collègues, c'est énorme. Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais compte tenu du nombre d'activités, de secteurs d'activité... C'est jamais assez, quoi. C'est vrai que... Presque jamais assez. C'est vrai que... Pas presque jamais assez, mais disons qu'il y a beaucoup de travail, donc les 26 permanents se justifient amplement. 24 ou 26 24. 24. Ouais. Alors, quand même à souligner que ces permanents sont à 90% issus de l'Université de Corse et c'est des bacs plus 3, bacs plus 4. Okay. C'est important, puisque vous nous traitez avec un public... C'est vrai, les gars, vous avez bac plus 3, bac plus 4. Hein minimum. Très bien. C'est une moyenne. Bertrand, alors vous êtes coordinateur du CSTI. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la culture scientifique? Quel type de culture scientifique vous avez envie de valoriser, vulgariser probablement? On vulgarise toutes les sciences. La culture scientifique, c'est de permettre aux citoyens d'avoir des bases scientifiques pour pouvoir être présents dans les débats de la société, pour avoir une connaissance et avoir une base pour discuter avec les autres, s'informer. Et c'est également aussi sur les jeunes, essayer d'influencer les jeunes, de les sensibiliser à la science pour qu'ils se tournent vers des carrières scientifiques, aussi, des comportements citoyens. Tout à fait. Et c'est vraiment aussi, voilà, sur tout ce qui est l'aspect scolaire, c'est très important parce qu'il y a quand même une fuite des filières scientifiques et on essaye, à travers différentes actions, Fête de la Science et d'autres actions qu'on mène à travers le territoire, hein, parce qu'on a une mission régionale. Donc, on ne se cantonne pas du coup à la région corsenaise, voilà, on est d'accord. Voilà, hein, vous êtes coordonnateur pour toute la Corse. Tout à fait régionale. C'est qui vous la donne cette mission? C'est vous qui vous la donnez? Non, ou c'est vraiment maintenant, il faut effectivement que vous avez des devoirs... C'est les services de l'État et de la région qui se sont concertés. On a candidaté, puisqu'on considérait qu'on avait, je dirais, une équipe qui était susceptible de pouvoir assumer cette mission de diffusion de la culture scientifique. Donc on a c'est pas un label, c'est une reconnaissance, c'est pratiquement une mission de service public. Alors donnez-nous, Bertrand, un exemple très concret pour nos téléspectateurs d'action. De la mission de la culture scientifique. Un des plus concrets, c'est l'organisation de la Fête de la Science chaque année. Cette année, ça durera du 5 au 11 octobre 2015 sur toute la Corse. Des animations pour les scolaires, des animations pour le grand public, des conférences débats. Les dernières, on avait fait une journée sur les familles au Parc Galéard, où on avait accueilli près de 1800 personnes, des journées à l'Université de Corse pour les enfants, où on a accueilli près de 800 scolaires de toute la Corse. Voilà, ça c'est une de nos actions phares. On en fait bien évidemment d'autres durant l'année, des cafés sciences. Il y en a une prévue le 25 avril, je vois, un forum sur la biodiversité.
Le forum sur la biodiversité qui est, on collabore avec l'association, avec le Muséum d'histoire naturelle, mais Fabien, on dira peut-être un peu plus détaillé sur ce projet-là. Ce forum, Fabien. Oui, le forum ouvert, donc c'est. On va parler des projets, parce qu'on était un petit peu dans la nostalgie. Maintenant, on va aller de l'avant. Ouais. C'est un forum ouvert citoyen, donc qui s'adresse à chacun d'entre nous pour établir des protocoles sur des observatoires locaux de biodiversité. Donc, et là, c'est lié au réchauffement climatique, c'est biodiversité et réchauffement climatique. Alors, qui participe ? Chaque citoyen peut participer. Comme ça. C'est ouvert à tout le monde. Et c'est justement pour donner son avis. Et ensuite, les avis de chacun seront pris en compte pour établir des nouveaux protocoles et seront utilisés pour la COP21, la conférence climat de décembre à Paris. Bonne remarque de Tony P qui est via les réseaux sociaux. Indispensables les associations, l'économie sociale et solidaire, voilà l'avenir. Prima INSEE, solution anti-crise. C'est une bonne remarque, ça, non, Monsieur Ferrat, je pense. Oui, d'ailleurs, on s'inscrit bien dans l'économie sociale et solidaire, puisqu'on participe, disons, aux différentes actions qui sont menées, notamment par comment on l'appelle, la CREPS, au niveau des formations, etc. Et si vous voulez... La crêpe oui. Bon, bref, raison sur l'action sociale et solidaire. Voilà. Non, mais c'est quand même important parce que vous vivez en vraiment... vous avez besoin de personne, vous avez des subventions. Comment ça se passe? Alors, après 40 ans, vous êtes une association vraiment ancrée sur le territoire, incontournable à Corté, tout le monde connaît Arina, Chita. Est-ce qu'on est solide au bout de 40 ans ou est-ce qu'on n'est pas vraiment? Alors, on était solide, je pense qu'on l'est encore, mais il faut savoir que toutes les associations, y compris la nôtre, sont fragilisées par, disons, la diminution des financements publics, que ce soit de l'État ou des collectivités. C'est pour ça que nous, on essaie de diversifier les sources de financement. On a des partenariats avec des organismes privés, des organismes nationaux comme EDF, ou comme la Fondation Total. Total en Corse nous aide financièrement, mais sur des programmes pédagogiques bien définis. Ce n'est pas une subvention pour le fonctionnement, mais c'est des financements sur des actions et des projets que nous menons souvent en partenariat. C'est Fabien qui est chargé de trouver tous ces financements, j'imagine. Hein. C'est vous qui êtes là en tant que directeur ou... C'est aussi le parti politique, le président quand même. Ok. Voilà. On retourne se faire un petit tour avec Yann. Allez, on se balade. Voilà donc de ce côté du palazzo, mais avant cela, nous sommes passés devant une maison qui a son importance. Elle est juste là. C'est en fait... Bien, devant celle qui reste des maisons du clan Arrighi et de Casanova, et qui reste parce que le souvenir fort, vigoureux de la présence de Charles Bonaparte et des Bonaparte est attaché. Lorsque, en 1766, les Bonaparte, une partie des Bonaparte sont venus à Corté sous la conduite de Napoléon, l'oncle Napoléon, le vieux Napoléon, eh bien, Charles, qui s'est inscrit dans le même temps à l'université de Corse, y a établi son domicile avec Laetitia. Il y avait cette volonté de suivre les paolistes dans l'idée, mais aussi d'être proche de ce lieu du pouvoir qu'était le palazzo. Oui, parce que Paoli, qui était un excellent communicant, a vu tout de suite l'intérêt qu'il y avait d'avoir des Bonaparte à Corté et de montrer qu'il les protégeait. De plus, Charles donnait un éclat particulier à l'université, à la ville de Corté, et il rendait des services, disons, administratifs au palazzo. Il a écrit des lettres, il a écrit des actes que les archives conservent en partie. Autre fait important concernant cette maison, c'est aujourd'hui le siège d'une société historique dont vous êtes le président. Oui, alors la Société historique de Corté, qui a environ 25 ans d'âge, eh bien, elle a pour finalité d'insister particulièrement sur les moments les plus visibles de l'histoire de Corté, en particulier l'époque de Paoli, pas par auto-célébration, ni de Corté, encore moins de la Société historique de Corté, mais pour accompagner la croissance et le développement de l'université, et puis également de ce pôle culturel qui est en cours de maturation autour du musée, notamment. Et puis faire en sorte qu'on n'oublie pas cette histoire importante et la place de Corté en Corse. Voilà, place centrale géographiquement, historiquement et propre à accompagner justement cette montée en puissance de la ville de Corté du point de vue culturel. Derrière nous, ce qui est aujourd'hui l'entrée du palazzo, mais qui à l'époque était plutôt
C'était un corps de garde en bois destiné à protéger de ce côté le palazzo et à établir un lien militaire avec le château et à permettre, en cas de difficulté, la fuite des habitants du palazzo vers le château. Il y avait ici un chemin qui menait directement au Nidec. Voilà, il y avait un chemin escarpé que les Français ont fait disparaître par la suite lorsqu'ils ont établi la citadelle telle qu'on la voit aujourd'hui. Et puis ils ont mis ça, qui nous permet aujourd'hui d'accéder à cette entrée qui était à l'époque en hauteur et non accessible directement. Voilà, et qui est aujourd'hui regardée comme la principale. Merci, monsieur Cantillière, et bientôt. À bientôt. En ce qui nous concerne, nous, on se retrouve tout à l'heure. On va redescendre place Gafour. Tout à l'heure, on a vu la maison Gafour, mais en face, il y a une église. On en a un peu parlé, c'est l'église de l'Annonciation. Et Marie, de l'Office du tourisme, nous y attend. Elle nous la fera découvrir. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Yann. Fabien, si je vous dis Casadilla, quoi. Casadilla, quoi. Casadilla, quoi. Ah oui, c'est un gros projet de l'association sur lequel on travaille déjà maintenant depuis plusieurs années et qui existe, puisque au travers de nos actions, de nos nombreuses actions, comme l'Observatoire local de la biodiversité, on parlait du forum ouvert. Il y a un spot qui est diffusé en ce moment sur notre antenne, sur l'introduction d'espèces. Exact, à travers aussi nos actions d'éducation à l'environnement, en milieu scolaire, au travers aussi de notre participation sur diverses manifestations tout au long de l'année. D'accord, donc c'est quoi cette Casadilla? Alors c'est un bâtiment, vous allez construire un bâtiment dans Corté, c'est quoi? Ça c'est la partie muséographique, puisqu'on souhaite aussi avoir des murs, justement, pour présenter cette Casadilla, quoi. Et elle va être où, alors? Dans la caserne Padoue de la citadelle. Ah. Où on aura un espace de 600 mètres carrés, rien que pour la maison de l'eau. Vous allez le récupérer ou vous construisez? Ah, d'accord. C'est une partie, c'est la CTC et la commune, d'abord, qui nous a mis à disposition ces locaux, qui vont être restaurés. On a fait déjà l'étude technique, on sait le contenu, il est parfaitement identifié. Je dirais, nous, on peut la donner clé en main. Voilà. C'est à quel horizon, quel avenir? 2016. 2016. Donc en 2016, là-bas, il y aura une Casadilla, quoi. On pourra voir donc il y aura une espèce de muséum, si j'ai bien compris. Un centre de ressources. On reçoit des scolaires. Un espace muséographique. Vous en recevez du monde, hein, je vois un chiffre, 16 000 personnes concernées par l'ensemble de vos activités en 2014. 16 000. Oui, c'est important. C'est énorme. Ça pourrait être, c'est même un peu plus, je dirais, puisque lorsqu'on a une classe qui participe à une action pédagogique, en fait, cette classe, nos animateurs la voient au minimum 4 fois dans l'année, plus une sortie sur le terrain. Vous allez en voir encore plus, et notamment, vous êtes venu avec cette affiche, donc vraiment, on revient sur l'aspect écologique. Wanted, c'est quoi ça? La chasse? C'est la chasse aux espèces introduites dans nos rivières. C'est un peu l'Observatoire local de la biodiversité, c'est une partie intégrante de la maison de l'eau, qui en fait, sur le plan virtuel, elle existe, puisqu'on a un site dédié dans lequel on introduit, c'est le cas de le dire, un certain nombre d'études faites par des scientifiques, soit on a récupéré avec les services de l'État et d'autres organismes des études qui ont été faites sur l'eau, et tout est mis à la disposition, je dirais, des collectivités, des étudiants, des chercheurs, etc. Voilà, et pour les plus jeunes, il y a des outils pédagogiques. Hein. Il y a un jeu de cette famille, je ne sais pas si on voit très bien par là, mais en tout cas fait par vos soins. Donc vous, en plus, vous payez le luxe de fabriquer vos propres outils. Oui, la truite arc-en-ciel, là, je vois aussi, pareil, hein, on montre à Jean-Mi. Là, c'est quoi? Ça, c'est pas un porte-clés super discret, d'ailleurs, les amis. C'est pas un porte-clés, d'ailleurs. C'est destiné aux pêcheurs de rivière, pour qu'ils accrochent, disons, la ceinture. Et lorsqu'ils repèrent justement une espèce introduite, on les invite à la photographier et de nous l'envoyer sur le site, puisqu'on a en relation avec le Muséum d'histoire naturelle, c'est dans le cadre d'une politique nationale, justement, de lutte contre les espèces introduites qui ont détruit pas mal notre... Et j'ai l'impression que ce combat, il est un peu méconnu quand même. Hein. Est-ce qu'il commence vraiment, Fabien? Est-ce qu'on... Parce que c'est un vrai danger pour nos rivières, ça, ce qui se passe actuellement, cette réintroduction d'espèces... Tout à fait. C'est pour ça qu'on essaye de communiquer un maximum et de sensibiliser les pêcheurs, puisque ce sont eux les premiers concernés. Et justement, on a monté cet observatoire local de la biodiversité, qui est une démarche de science participative, où on demande aux acteurs de participer en faisant remonter leurs observations sur le terrain. Et ensuite, ça nous permet à nous d'avoir des indications pour mener des études scientifiques un peu plus approfondies. C'est incroyable, Antoine. Quel chemin parcouru en 40 ans? On vous a vu là en début d'émission. C'est incroyable le chemin. Qu'est-ce qui fait votre succès? Parce qu'il y en a beaucoup d'associations qui se sont essayées à tout ce type de volets. Et vous, ça marche, quoi. Notre succès, je pense que d'abord, c'est la crédibilité. Elle est acquise par le sérieux de nos activités. Surtout, on est sur des créneaux nouveaux chaque fois.
On n'empiète pas sur Vous le renouvelez plateau. en fait, c'est ça? Oui, on renouvelle, voilà. Vous le savez, on avait quand même une radio locale. Oui. On a arrêté puisque bon, on était dans le champ concurrentiel des radios commerciales, etc. On était par exemple permanence d'accueil, d'information et d'orientation pour le Centre Corse et la Plaine orientale. On a passé le relais à la mission locale dont nous avons contribué à la création. Et maintenant, la mission locale elle couvre l'ensemble du rural de Haute-Corse. L'Interlac, c'est vous qui êtes à l'origine aussi, pareil. Oui. Vous aviez fait une tour aussi, vous me disiez La un maison petit de peu. tour, oui. La maison de tour, vous l'avez rénovée et vous l'avez cédée à la commune. Incroyable. Et on souhaite que cette maison de tour soit mise à la disposition des associations qui œuvrent en matière musicale. Voilà. Et puis surtout, Arina, Chita, ce n'est pas qu'à Corté. Hein. Vous avez des missions du Cap à Bonifacio. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous appelle à Bonifacio? On travaille beaucoup sur les agendas 21 à Bonifacio, sur la culture scientifique, on organise des conférences, on est en partenariat avec des écoles. Donc vous êtes parti encore, vous êtes parti encore pour les 40 prochaines années là. On est en partenariat avec le lycée Laetitia, avec un certain nombre d'établissements scolaires d'Ajaccio. Et il va y avoir quelque chose de particulier pour les 40 ans d'ailleurs, les amis. Vous avez fait un feu d'artifice rapidement, en quelques mots. Non, vous souriez. Bertrand, allez, je suis sûr que une Bertrand, soirée, il a quelque chose à nous dire. Des soirées, des festivités, une mise à l'honneur de l'association à travers en mai, au mois de mai. Voilà, bon, vous nous faites signe que ça passe à l'agenda comme ça. En force au mois de mai. On passe un petit coucou à Christina qui nous attend. On va passer à de toute autre chose dans la dernière partie de l'émission. Bootcamp. Qu'est-ce que c'est que le bootcamp? Il y a un livre qui vient de sortir. On va s'entraîner. Ça va transpirer là sur le plateau. Quoique, apparemment, c'est plus complexe que ça. Donc oui, ça vous fait rire? Restez avec nous. Et puis je le répète, on gagne des places pour aller voir le SCB. Bon, Fabien, il a c'est déjà même pas la peine, ouais. Toi, tu as déjà les tièges, mais tout est fait déjà. Tout est fait. Mais sinon, si vous voulez 5 places, 5 aujourd'hui, 5 places à gagner. C'est dans quelques petites minutes. Merci Manu, on se retrouve après-demain. À jeudi. Allez, merci encore messieurs et félicitations. Vraiment, ça vient vraiment du fond du cœur. Allez, à tout de suite.